Bonjour et bienvenue sur Esprit Biologie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant, la reconstitution des cerveaux des animaux disparus. En effet, vous avez peut-être déjà vu ce genre de reconstitution en 3D assez impressionnante, et aujourd'hui, on va discuter de comment les produire et de ce qu'elles nous apprennent sur l'évolution des animaux. Et vous allez comprendre pourquoi ce genre de représentation est difficile à obtenir et ne fonctionne pas avec toutes les espèces. Le problème, c'est que les tissus mous comme le cerveau, ça se fossilise mal. Et en pratique, l'encéphale ne se fossilise jamais chez les vertébrés terrestres. Le seul cas de préservation que je connaisse, c'est un cerveau de cachalot. Et d'ailleurs, ce fossile exceptionnel servait de cale-porte à son propriétaire avant qu'un chercheur ne comprenne sa véritable nature. Par contre, le cerveau est contenu dans une cavité qui doit avoir sa forme, la boîte crânienne. Celle-ci est composée d'os, un tissu minéralisé qui se fossilise bien mieux. Mais un autre problème se pose. Le moulage interne de cette boîte crânienne, qu'on nomme endocrâne, n'épouse pas exactement la forme du cerveau, notamment parce que cet organe est emballé dans les méninges, un tissu protecteur. Et celles-ci sont parfois très épaisses, ce qui ne permet pas d'avoir directement la forme du cerveau, comme c'est un peu le cas chez les éléphants, par exemple. On peut alors compenser avec des modèles d'épaisseur de méninges, mais le résultat reste peu précis. Par contre, un groupe particulièrement intéressant est celui des oiseaux. En effet, leur endocrâne moule presque parfaitement leur cerveau, et cela permet alors d'étudier avec précision la morphologie de l'encéphale des espèces fossiles. C'est pourquoi on va utiliser ce groupe comme exemple dans cette vidéo. Après avoir choisi ces individus, il faut les scanner. Et pour cela, on va utiliser des machines similaires aux IRM des radiologues. Le principe est toujours le même, émettre des photons de haute énergie, des rayons X, et les analyser après qu'ils aient traversé l'échantillon. On peut par exemple utiliser un CT scan, une technique qu'on retrouve dans de nombreux laboratoires. Mais on peut aussi miser sur un truc bien plus puissant, le synchrotron. Il s'agit ni plus ni moins qu'un accélérateur de particules. Et le principe est de faire circuler des particules chargées dans un tube sous vide. Par leur charge, elles vont être guidées grâce à des aimants pour effectuer un mouvement circulaire et ainsi accélérer progressivement pour atteindre des vitesses proches de celles de la lumière. Lorsqu'elles sont assez rapides, les particules sont collisionnées et ce choc violent, vu les vitesses impliquées, va produire de grandes quantités de rayons X. Le synchrotron français célèbre pour ses applications en paléontologie est celui de Grenoble. Mais qu'est-ce que ça veut dire plus puissant? Eh bien cette machine permet d'augmenter la résolution en produisant plus de rayons X, mais aussi en faisant un jet très fin et donc très précis. On peut alors obtenir ce genre de reconstitution 3D de fossiles. Magnifique. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant qu'on a une forme 3D du crâne, il faut isoler le volume de l'endocrâne pour avoir notre cerveau reconstitué en 3D. Et pour cela, on va découper le modèle en tranches 2D dans les 3 dimensions. Et ensuite, on va alors travailler sur ces tranches grâce à un logiciel. C'est ce qu'on appelle la segmentation. Pour cela, on va sélectionner manuellement l'espace correspondant à l'endocrâne sur les tranches 2D. Mais on fait ça pas avec tout, on fait ça environ toutes les 5 tranches, puis le logiciel va reconstituer tout seul la forme 3D entre celles-ci. Le problème, c'est que le logiciel fait un lissage entre les tranches sélectionnées, et c'est pourquoi, si on a une forme complexe, on doit sélectionner manuellement les surfaces sur toutes les tranches. Et c'est de loin l'étape la plus longue. Par ailleurs, ce qui permet de repérer la surface correspondant à l'endocrâne sur les différentes tranches, ce sont les différences de densité entre os et cavités. Donc pour un crâne actuel comme ici, c'est assez facile, car l'air dans l'endocrâne a une densité extrêmement faible par rapport à l'os. Donc on a un beau contraste. Mais cependant, pour un crâne fossile, l'os s'est transformé en pierre, et c'est cette même matière qui remplit les cavités. Du coup, les fossiles sont bien plus difficiles à segmenter. Donc, gros respect aux paléontologues qui galèrent à segmenter pendant des semaines, voire des mois. Et ça, c'est sans compter sur les bugs que le logiciel peut avoir, et pour l'avoir fait pendant 3 semaines, je peux confirmer que c'est assez long, alors que moi je l'ai fait sur des crânes actuels. Mais tout ce travail valait la peine. Maintenant qu'on a nos endocrânes, on va pouvoir enfin les étudier. Alors, j'ai coloré les zones pour que ce soit plus simple à comprendre. Nous avons devant nous le moulage d'un cerveau d'oiseau. On peut commencer déjà par observer des hémisphères, un peu comme chez les êtres humains. Et sur ces hémisphères, on voit des petits bourrelets qu'on appelle les wulsts, notamment impliqués dans la vision, la gestion des mouvements, le système somatosensoriel et aussi l'apprentissage. À l'avant, on peut voir une structure allongée qu'on appelle le bulbe olfactif. Et celui-ci permet... Oui, c'est ça, l'olfaction.
Si on regarde sur le côté, on va observer des espèces de grosses masses. Ce sont les lobes optiques, qui sont très développés chez les oiseaux, car le sens de la vue est beaucoup utilisé par ces animaux pour se repérer, notamment lors du vol ou des migrations. On peut aussi voir ici, à l'arrière, la zone qu'on appelle le cérébellum, ou cervelet. Et c'est une zone très importante pour les oiseaux, car elle est notamment utilisée dans la coordination des mouvements. Sinon, on peut aussi voir de nombreux départs de nerfs ou d'artères, comme les carotides ici, qui vont venir irriguer ce cerveau. Afin d'étudier ce cerveau, on peut faire différentes observations, mais également des mesures. On peut par exemple mesurer des surfaces ou poser ce qu'on appelle des landmarks, des points qui vont donner des coordonnées. Et on peut ainsi résumer la forme globale du cerveau en quelques points et comparer cette forme avec d'autres cerveaux. Justement, un exercice intéressant, c'est de comparer ce cerveau avec d'autres animaux proches. Par exemple, les crocodiliens qui sont les plus proches parents des oiseaux encore vivants, on observe que leur cerveau est tubulaire, allongé, avec de petits lobes optiques mais des bulbes olfactifs un peu plus longs. On en déduit que le sens de la vue n'est vraiment pas prépondérant et que leur cerveau a quand même une structure assez primitive. Maintenant, on peut aller voir du côté des dinosaures. Par exemple, le tyrannosaure a aussi un cerveau assez allongé mais avec de gros lobes olfactifs. On en conclut que son cerveau reste toujours primitif, mais avec un sens de l'odorat qui était très développé, lui permettant de chasser, mais aussi de charogner. Si on continue à remonter l'arbre de l'évolution, on peut tomber sur Archaeopteryx, l'un des plus anciens oiseaux connus. Son cerveau ressemble un peu plus aux oiseaux actuels, mais pas de wulst et des hémisphères cérébraux assez réduits. Il faut aller jusqu'à Hesperornis, un oiseau un peu plus évolué, pour voir une forme qui est vraiment plutôt moderne, avec du gros lobe optique et un cerveau qui commence à se bomber, signe que le wulst et les hémisphères grossissent. Grâce à cette étude, on arrive donc bien à voir l'évolution qui transforme un cerveau primitif de type crocodile en un cerveau plus évolué de type oiseau, avec des sens plus aiguisés et le développement d'une intelligence accrue. D'ailleurs, parlons de cette intelligence. C'est forcément la question brûlante qui nous vient à l'esprit quand on parle de cerveau. Eh bien, sachez que c'est quelque chose d'assez délicat à étudier. On a du mal à quantifier l'intelligence chez les animaux, et c'est encore plus difficile chez les animaux fossiles. Cependant, les scientifiques ont trouvé un moyen d'avoir une approximation de cette intelligence. En effet, si on regarde le cerveau, on peut dire qu'un cerveau plus gros devrait être capable de fournir plus de réflexion et donc plus d'intelligence. Mais le problème, c'est que le corps aussi peut varier en taille. Et un corps plus gros, ça veut dire plus de cellules sensorielles, plus de cellules musculaires à piloter, et donc plus de neurones impliqués juste dans les mouvements et les sens. C'est pourquoi il faut prendre en compte la taille du corps quand on veut comparer les tailles des cerveaux. Et cela, on peut le faire grâce au coefficient d'encéphalisation, qui divise la masse du cerveau par la masse du corps. On observe alors que l'être humain est l'animal avec le coefficient d'encéphalisation le plus élevé, ce qui semble assez logique. Après, on peut retrouver divers grands singes, cétacés et autres mammifères. Mais les oiseaux ont un coefficient d'encéphalisation assez faible, avec certaines espèces qui dépassent 1, mais pas plus. Et pourtant, on a différentes preuves de leur intelligence. Avec des corbeaux qui peuvent résoudre des énigmes, des perroquets qui peuvent apprendre à communiquer avec des humains, ça fait vachement de preuves quand même. Eh bien, la réponse, elle réside dans ce coefficient d'encéphalisation. En fait, c'est une très mauvaise manière d'évaluer l'intelligence des oiseaux. Tout simplement parce que le cerveau des oiseaux n'est pas conçu de la même manière que le cerveau des autres animaux. En effet, le cerveau des oiseaux présente une densité très élevée de neurones et de connexions entre neurones. À même volume, un cerveau d'oiseau a beaucoup plus de neurones et de connexions qu'un cerveau de mammifère. Et ça se comprend, ça fait partie de tous les mécanismes d'optimisation du corps des oiseaux liés à leur adaptation au vol. En effet, un animal qui vole, il doit optimiser sa masse et son volume. Et ce cerveau très dense en fait partie. Mais du coup, le coefficient d'encéphalisation est un très mauvais moyen d'estimer l'intelligence des oiseaux, et donc, a fortiori, d'estimer l'intelligence des oiseaux fossiles. La vidéo touche à sa fin. J'espère que découvrir toutes ces techniques innovantes vous a fait rêver. Un grand merci à Anaïs Duhamel qui m'a permis d'en apprendre autant sur la segmentation et qui m'a donné de nombreuses sources pour que je comprenne mieux le cerveau des oiseaux. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous et n'hésitez pas à checker le compte Instagram de la chaîne ainsi que le site Esprit Biologie. Et moi je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur Esprit Biologie.